Ici Rémi Trudel de l'École nationale d'administration publique de l'Université du Québec. Un nouvel épisode de la série sur l'industrie forestière en accueillant M. Pascal Tribouleau qui connaît bien et le Québec et l'Europe en matière de fibres forestières. C'est un chercheur au Centre national de recherche scientifique qui a fait un long stage au Québec d'une année et qui a une vision critique, très fine de la façon d'arriver à définir de nouvelles utilisations pour la fibre forestière dans un contexte de crise et de renouvellement. Écoutons-le attentivement. Oui, je suis effectivement ingénieur de formation, d'ailleurs dans le domaine de la mécanique de l'acier, comme quoi nul n'est parfait. Et j'ai ensuite bifurqué vers le bois au cours de mon doctorat. Ensuite j'ai enchaîné sans interruption une passion affirmée pour ce que pouvait être le bois dans le contexte de notre belle planète, en travaillant successivement au Japon, en travaillant en recherche agronomique et puis en intégrant l'université, où j'ai contribué à mettre en place une école que j'ai ensuite dirigée, qui s'appelle l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, et qui dépend d'une grande université qui est l'Université de Lorraine. J'ai quitté la direction de cette école fin 2010, et je suis venu pour une année complète ici à Chicoutimi, à l'Université du Québec à Chicoutimi, où j'ai travaillé à la fois pour Développement économique Canada, mais également pour l'UQAC, bien entendu, pour réfléchir avec eux sur la mise en place de ce que l'on pouvait faire pour insuffler une pensée sur le bois dans le cursus des ingénieurs génie civil du Québec. Alors, de manière générale, toute l'Europe s'est emparée de ce sujet extrêmement important de l'éco-construction pour différentes raisons. D'une part parce que nous avons tous à vivre sur la même planète, un environnement qui est donc quelque part un peu fini, et nous sommes plus nombreux tous les jours. Il y a un chiffre qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous sommes 200 000 nouveaux habitants, donc nouveaux consommateurs sur notre belle terre, qui elle ne grandit pas. Donc pour ces 200 000 nouveaux consommateurs, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions pour loger les gens, pour les faire vivre dignement. Et la construction, c'est bien entendu une des fonctions premières dont nous avons besoin pour vivre décemment. Et il est clair que dans un espace fini où les ressources fossiles sont pas forcément en disparition, mais en diminution, il faut trouver d'autres alternatives. Et la construction avec des matériaux renouvelables comme le bois est une véritable initiative, une véritable opportunité pour notre vie au quotidien. Ce qu'il y a de plus inspirant vraisemblablement en Europe, c'est le Vorarlberg dont on a parlé beaucoup hier matin. C'est un nouveau modèle, on peut même l'intituler un nouveau modèle de société, une nouvelle manière de penser les choses, une nouvelle manière de voir les choses, en s'appuyant sur ce qui existe sur un territoire, en l'occurrence un territoire forestier, et en y mettant beaucoup d'intelligence, beaucoup de pragmatisme, et puis pour réinventer un monde possible pour chacun d'entre nous. Donc le Vorarlberg est très inspirant parce qu'il s'est appuyé au départ sur l'architecture. Première grande différence avec le Québec, c'est qu'ici on a toujours tendance à penser que l'architecture ça coûte de l'argent. Et on a vu hier combien l'architecture pouvait en rapporter. Et c'est déjà là une nouvelle manière de penser. Ensuite, l'autre manière de penser différemment, c'est de travailler de manière très pragmatique en associant tous les acteurs de la construction. Là encore, une grande différence avec le Québec, c'est qu'ici, un fonctionnement un petit peu, qu'on appelle un fonctionnement en silo, fait que, par exemple, deux acteurs essentiels, que sont les architectes et les ingénieurs, ont beaucoup de mal de travailler ensemble. Alors qu'on l'a vu hier, il y a une véritable collaboration, une véritable passion partagée pour ces deux acteurs essentiels que sont les architectes et les ingénieurs, pour penser ensemble le bâti de demain. Ça, c'est aussi une très très grande différence entre le Québec et l'Europe de manière générale, et le Vorarlberg de manière plus particulière. Il y a plein d'autres exemples que l'on pourrait citer qui sont à la fois des différences et qui peuvent être inspirants. Je pense à la performance énergétique des bâtiments. C'est une véritable préoccupation pour tous les pays européens. Le coût de l'énergie étant en augmentation
tellement forte qu'il faut trouver des solutions pour à la limite ne plus en dépenser. Donc toutes les nouvelles générations de bâtiments, bâtiments passifs, bâtiments à énergie positive qui ont été présentés hier, vont dans le sens de ce que sera le bâti de demain. C'est-à-dire faire en sorte que l'on ait des bâtiments qui n'impactent pas l'environnement, et le bois est une bonne réponse à ce non-impact sur l'environnement. Et puis également faire en sorte que les bâtiments soient très sobres, voire pas du tout consommateurs en énergie, tout simplement pour chauffer les gens, ce qui est aussi une fonction assez essentielle. Et un des problèmes, si on peut l'appeler ainsi, c'est que le Québec n'a pas encore véritablement pris la dimension de ce qu'était la crise énergétique, pour une raison toute simple, c'est que vous êtes dans un pays merveilleux où l'énergie coûte si peu cher que l'on ne se pose pas les questions essentielles quant au futur et au devenir de cette problématique-là. Donc il est clair que dans les décennies à venir, le Québec, comme tous les pays du monde, auront à se positionner, à trouver des solutions par rapport à ces crises de l'énergie et à s'emparer, comme tout le monde, de ce que l'on peut faire, entre autres avec le bois, pour faire des bâtiments économes en énergie. Donc c'est une différence et puis quelque chose qui peut inspirer, je pense, une nouvelle approche du bâtiment au Québec. Pour revenir à l'énergie, quand l'énergie commencera à coûter ce qu'elle doit coûter ici au Québec, les gens penseront forcément différemment. Ça, c'est une première manière de voir les choses. L'autre élément qui rejoint l'économie, bien entendu, c'est que, là encore, pour revenir avec ce territoire qu'est notre planète, qui n'est pas extensible, la problématique des ressources renouvelables se posera de manière plus accrue. Et il est clair qu'un pays forestier comme le Québec a forcément quelque chose à dire et quelque chose à apporter. Donc on a aussi au Québec une vision un peu particulière de ce qu'est la forêt. Je crois qu'on a une vision très urbaine finalement de ce qu'est la réalité forestière d'un pays. La forêt est un territoire qui est très multifonctionnel, mais je pense qu'ici on a tout concentré sur une seule vision de ce qu'était une des fonctions de la forêt, à savoir, je schématise un peu, mais une sorte de territoire un peu récréatif. Mais ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être que ça dans le contexte actuel, et la dimension économique à travers une exploitation forestière raisonnée et raisonnable, la certification forestière est faite pour garantir ce caractère raisonnable, est quelque chose d'incontournable pour tous les pays qui ont la chance d'avoir une ressource forestière. Donc il est clair que dans les décennies à venir, et on en sent déjà un petit peu les prémices, les Québécois et les Québécoises seront amenés à penser un peu différemment la forêt. La dimension culturelle est un aspect essentiel de la manière de penser. Le Vorarlberg s'est appuyé sur ce qu'elle savait faire, sur une tradition, la tradition des maîtres charpentiers. Elle s'est appuyée sur ce qu'elle avait. Finalement, c'était une région très pauvre. Elle avait une forêt, elle l'a pensée intelligemment. Une autre grande différence entre finalement le Québec et les pays européens, et le Vorarlberg de manière plus particulière, porte sur la propriété forestière. Le Québec est un des rares pays du monde où la forêt est essentiellement, majoritairement une forêt publique. Et j'ai jamais très bien compris comment on pouvait mettre 7 500 000 propriétaires de la forêt du Québec d'accord, pour une vision un peu collective des choses. Le Vorarlberg est une forêt, la forêt du Vorarlberg est privée à 80%. Et des petits propriétaires qui ont un véritable amour par rapport à leur patrimoine forestier et qui ont cette volonté d'en faire un outil de développement pour eux, bien entendu, pour leur territoire et pour leur land, pour leur région. Et c'est une approche qui n'est pas incompatible, la vision. Moi, je ne suis absolument pas pour la privatisation à outrance de tout ce qui peut exister comme richesse naturelle, mais je crois que la manière dont les propriétaires forestiers du Vorarlberg ont vu les choses est porteur de développement pour l'ensemble de la population du land. Et ici au Québec, cette vision sans doute trop collective de ce qu'est la propriété forestière est à mon sens un frein au développement. Une chose est certaine, c'est que le Québec souffre d'un retard d'innovation en matière de produits d'ingénierie. Tout a été concentré pour différentes raisons, parce que le marché était porteur,
sur le célèbre 2 par 4 qui ne fait pas exactement 2 par 4. J'ai pu le constater lors de mes fins de semaine chez mon ami Régent. Et puis sur un certain nombre de produits qui ont tout à fait leur valeur, c'est indéniable. La fermette légère, la poutrelle en I, etc., etc. Mais pendant ce temps-là, en Europe, on a eu floraison de produits d'ingénierie qui ont créé un décalage incontestable en matière d'innovation entre le Québec et le reste du monde de manière générale. Cette figure que j'ai déjà proposée un grand nombre de fois est très provocante, mais elle montre bien finalement quelle est la réalité des choses. Vous avez ici 4 pays, et pour en prendre un qui est assez basique, le lamelé-collé, et vous voyez qu'il n'y a pas photo, la petite barre verte verticale concernant le Québec, qu'elle fait l'épaisseur de l'axe d'abscisse, c'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment pas. Ça montre bien là en quelle manière on a ici un retard par rapport à l'ingénierie. Une autre chose qui m'a un peu surprise finalement, relève, c'est une illustration, de ce produit dont on a beaucoup parlé, le CLT. Le Québec a produit un manuel de référence sur le CLT qui est un manuel tout à fait exceptionnel. On en est tous envieux. On a donc bâti sur une base très bibliographique, finalement, un ouvrage théorique sur l'utilisation de ce matériau pour avoir un certain nombre de résultats pratiques encore très récents. La troisième pièce du puzzle, c'est bien entendu la clientèle, qu'elle soit publique et privée. Ce sont de manière générale les décideurs. Et beaucoup de gens font correctement leur travail pour essayer de séduire, de convaincre. Alors j'ai regardé ce qu'avait été cette charte signée par les municipalités québécoises. J'en ai recensé 350 sur 1400. En regardant les populations des municipalités concernées, on peut aujourd'hui conclure que 33%, c'est-à-dire un tiers des Québécois, se sont engagés, ont signé leur amour du bois dans la construction, et on peut penser aussi que les résultats sont encore un peu timides et parfois même un peu ambigus par rapport à cet engagement collectif. Quels sont les bâtiments contemporains emblématiques de l'utilisation du bois au Québec? Bien sûr, il y en a un certain nombre. J'en ai listé là quelques-uns qui sont tout à fait référents. L'édifice de la Fondation à Québec, 6 étages en bois, le complexe de soccer du parc Chauveau, le pavillon Kruger, même si le traitement des pieds de poteau, de mon point de vue, laisse un peu à désirer. Et puis, pourquoi pas, la maison de Régent à Sainte-Rose-du-Nord, en haut à droite, qui font partie des ouvrages référents au Québec. Bien sûr, il existe aussi au Québec des choses qui sont tout à fait contemporaines, tout à fait remarquables. Dans les architectes connus au-delà des frontières, on ne peut pas passer sous silence les travaux et les réalisations de Pierre Thibault, et en l'occurrence son monastère cistérien de Saint-Jean-de-Matha, où il y a là une vraie réflexion, une vraie pensée qui se rapproche assez bien de ce qui se passe au Vorarlberg. Alors pour revenir sur cette clientèle publique, cette volonté de développer le bois dans la construction, si on focalise un petit peu sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, développer de manière un petit peu politique, volontariste, l'utilisation du bois dans la construction, il faut être certain que l'on a en amont toutes les compétences pour le faire. Et je ne citerai pas les endroits où j'ai tiré les quelques photos que vous avez là, mais on va dire que c'est en région. Et puis je ne peux pas m'empêcher de revenir là-dessus. C'est la cohérence dans la politique de promotion qui peut être faite au Québec par rapport au bois. Coalition Bois qui fait très très bien son travail, a pris un certain nombre de porte-paroles, très médiatiquement connus, mais quand les mêmes porte-paroles vous expliquent qu'on ne peut pas faire la maison du développement durable en bois et qu'il est préférable d'utiliser 280 bouteilles de vin broyé dans le ciment et que ce sera plus environnementalement correct, ça me laisse somme toute rêveur. Et mon ami Claude Villeneuve, qui est le directeur de la chaire en éco-conseil ici à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, disait que 280 bouteilles de vin, c'était finalement la consommation qu'il avait en recevant ses amis. Donc il n'était pas sûr d'avoir forcément eu un geste très environnementalement correct. Donc il y avait vraisemblablement une autre approche à faire. Alors la situation finalement ici au Québec, c'est un peu celle que l'on a connue en France, pour être très hexagonale, il y a une vingtaine d'années, avec un débat souvent vif sur ce que doit être la place du bois dans les constructions publiques. Je ne reviendrai pas sur l'épisode non encore terminé de la construction de l'Arena à Québec, mais il y a de quoi se poser un certain nombre de questions. Et puis finalement, la plus grande question que je me pose, je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, mais quand les décideurs finalement se réfugient derrière les seules compétences de l'ingénieur pour trancher sur ce que doit être un geste symboliquement fort par rapport à un pays forestier comme le Québec, j'ai quand même quelques inquiétudes sur l'avenir. Et puis, j'ai reçu il y a quelque temps, très peu de temps, finalement c'était en avril, un message
de quelqu'un très engagé dans cette croisade en faveur du bois qui me disait que le projet évoluait, mais que le maire avait déclaré publiquement qu'il n'était pas question d'en faire une vitrine pour l'industrie forestière. Alors, si j'insiste un peu là-dessus, c'est parce qu'il y a une chance historique pour le Québec de redonner vraisemblablement un peu de fierté collective et puis surtout un peu d'envie aux jeunes générations en signant là un geste fort qui médiatiquement est très porteur. Parce que pour avoir vécu ici, je peux vous dire que les retransmissions des matchs de hockey, c'est bien plus important ici que l'élection du président de la République française. Donc il y a là un vecteur de promotion, un signe de fierté collective qu'il ne faudrait surtout pas manquer. Alors tout cela amène bien évidemment un certain nombre de réactions. Je ne vais pas parler de lobbying, chacun défend sa chapelle, c'est sans doute normal, mais ramener le bois au niveau du folklore local, quelque part, ça m'énerve d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Alors on arrive maintenant à la quatrième case qui est celle de l'architecture. Alors là encore, pour être toujours un peu taquin, j'ai repris ici un document, un livre que j'ai trouvé tout à côté, là, chez Archambault, il y a quelques mois, dont le titre était « Le Québec a-t-il mal à son architecture ?» Et sur la couverture, vous aviez la définition même de l'architecture, qui était l'art de concevoir et de construire, ailleurs qu'au Québec, un bâtiment. Je ne vais pas ouvrir une polémique sur le contenu de cet ouvrage, mais ça, quelque part, ça stigmatise, ça illustre un des problèmes majeurs du rapport des Québécois de manière générale avec l'architecture. J'ai repris aussi un certain nombre de choses que j'ai pu lire ici et là. Ici au Québec, on ne parle que du coût, on ne parle jamais du bâtiment, de l'espace public et de ce qu'il apporte. Le problème du coût est obsessionnel. D'ailleurs, quand on parle du bois, vous pouvez être sûr que la première question qui vous sera posée, la première affirmation qui vous sera opposée, c'est de dire que construire en bois, ça coûte plus cher. Alors, tout ça a bien entendu aussi une origine, et on peut incontestablement penser que ce traumatisme vis-à-vis de l'architecture au Québec remonte à cette période, la construction du stade olympique, et c'était encore un maudit français qui avait foutu le bazar, puisque si on demande aux Québécois de citer un architecte, en général, ils vous parlent de celui-là, et qui était, comme moi, un maudit français. Je crois que ici, dans beaucoup d'autres endroits au monde, on pense toujours que l'architecture, ça coûte de l'argent. Au contraire, l'architecture, ça pouvait rapporter de l'argent. Au Vorarlberg, vous avez à peu près 150 architectes pour 100 000 habitants. En Europe, en moyenne européenne, vous avez 82 architectes pour 100 000 habitants, et ici au Québec, vous en avez 40. Donc il est clair que si on veut développer l'utilisation du bois dans la construction, l'architecte est, à mon sens, une des pièces essentielles du dispositif, et il faudra trouver le moyen pour conduire les architectes à se doter des connaissances techniques indispensables pour mener à bien un projet de construction bois et pas uniquement focalisé sur l'ossature légère. Tous les jeunes étudiants en architecture en ont envie. Je crois qu'il faut trouver les moyens, de leur donner les moyens de remplir, d'aller vers cette envie-là. Il y a quelque temps, j'avais été invité par Claude Villeneuve, et mon intervention, ma contribution portait sur le bois, matériaux de construction pour un futur possible. Et j'avais essayé de répondre à 3 questions sur le bois, issu bien évidemment de forêts gérées durablement, mais aussi sur ce que pouvait être ce matériau dans l'architecture contemporaine, et puis aussi en quoi une forêt pouvait redynamiser un territoire. Et puis j'avais un peu regardé ça, je m'étais dit finalement le Vorarlberg ça marche bien, c'est traduit en PIB par habitant. Alors j'avais fait ce petit graphique-là, qui n'a sans doute pas une rigueur scientifique totale, mais qui montre bien quelles sont les tendances. Et vous voyez que finalement, les points, à travers un certain nombre de pays du monde, s'organisent assez bien sur une grande tendance. Et c'est bien là la démonstration de ce que peut apporter l'architecture dans le développement économique d'un territoire ou d'un pays. Alors, l'autre vecteur de développement, ça a été dit et répété hier, c'est incontestablement la problématique énergétique et ce que doit être la performance énergétique des bâtiments aujourd'hui dans l'acte de construire. Alors, bien sûr, il y a un vrai problème ici au Québec, c'est pas populaire de le dire, mais tant que l'électricité sera aussi basse en coût, on réfléchira sans doute plutôt peu à cette problématique de la performance énergétique des bâtiments ici. Donc il faudra quelque part qu'il y ait quelque chose qui se passe. Le coût de l'énergie constitue incontestablement un handicap. Alors, dans cette période, ici en région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sans doute pas forcément vrai partout, mais la seule fois où j'ai entendu parler de performance énergétique dans les bâtiments, c'était encore à l'occasion d'un film polémique, Chercher le courant, qui visait
là encore porté par un certain nombre de gens très médiatiquement connus, qui portaient à s'opposer à la construction de barrages, finalement à la production d'électricité par l'hydroélectricité. Pour une architecture à la reconquête du bois, je crois que les problèmes sont un peu listés ici. L'expertise et les références au Québec sont encore trop peu nombreuses. Le travail coopératif avec l'ingénierie, qui est totalement indispensable, ça a été dit et répété de multiples fois au cours de ces 2 journées, est difficile, parfois même impossible ici, et le surdimensionnement a un côté systématique. Concevoir en sortant de la technique de l'ossature légère reste, là encore, culturellement difficile, et la qualité d'exécution des travaux au niveau des détails n'est pas encore intégrée dans les entreprises. Pour les architectes que j'ai pu rencontrer, que ce soit en région ou à l'extérieur, l'intérêt écologique est bien compris par cette profession. L'intérêt économique aussi, c'est pas contestable. Et ce qui est dit aussi, c'est tout l'avantage qui a été aussi décrit hier, c'est qu'on a avec le bois un côté très multidisciplinaire. C'est un matériau à la fois un matériau de structure, d'isolation, d'expression, de santé et de confort. Et puis on a un matériau que d'aucuns ont qualifié de reconnaissable. Vous avez bien compris qu'il y avait un petit souci dans ma tête là entre ce que sont les ingénieurs, d'ailleurs je suis ingénieur de profession, et puis les architectes, donc ils ne m'en voudront pas. J'ai mis les têtes de file de ces 2 corporations-là, le président de l'Ordre des architectes, M. Bourassa, et la présidente de l'Ordre des ingénieurs, Mme Maud Cohen. Et puis j'ai repris une formule que j'ai entendue lors des entretiens que j'ai pu mener. En d'autres termes, l'architecte convaincu par le bois est un avocat de la défense, l'ingénieur un procureur qui explique que ce n'est pas possible, et le maître d'ouvrage public un président de jury qui a en général la tête ailleurs. Alors l'ingénierie au Québec, c'est à la fois une force et un frein pour le bois dans la construction. Il faut se rappeler ce qu'ont été les ouvrages de franchissement, les ouvrages d'art faits en bois, il y a un certain nombre de décennies maintenant, de l'ingénierie qui était développée dans l'usage de ce matériau. Puis ça s'est perdu pour plein de raisons. Je posais toujours à tout le monde la même question. Parmi les 6 pièces du puzzle, laquelle, d'après vous, constitue le frein le plus important au développement du bois de la construction non résidentielle au Québec? On classait en numéro 1 le frein le plus important et en numéro 6 le moins important. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans les réponses. C'était notre ingénieur, et qui plus est, l'ingénieur que je suis par ailleurs. Il suffit d'aller voir comment sont formés les ingénieurs au Québec. Ils ont tous cette grande particularité, c'est que l'enseignement sur le bois s'est relégué dans un cours optionnel qui fait 3 crédits ECTS, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire que globalement, on peut considérer qu'un ingénieur normalement constitué au Québec n'a quasiment jamais entendu parler du bois. Il a entendu parler de l'acier et du béton, c'est bien entendu. Et puis la 6e pièce du puzzle, c'est bien entendu les entreprises, avec quelque chose qui m'a un petit peu surpris, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais le système des cartes de compétences sur les chantiers est aussi, dans l'architecture contemporaine, utilisant le bois, mais pas uniquement le bois, un frein tout à fait indéniable au développement de ce matériau dans le patrimoine bâti québécois. Pour moi, le Québec est devenu une exception dans le monde dans son approche par rapport au bois. L'inconscient collectif par rapport à la forêt et par rapport à la propriété forestière est porteuse de réactions. L'histoire par rapport au bois fait perdre toute culture par rapport au bois construction. Les 6 pièces du puzzle sont bien présentes, mais aucune n'est totalement opérationnelle. Le handicap que constitue le prix de l'énergie, qui est incontestablement trop faible ici, la fierté collective qui n'existe pas. De toute manière, au rythme où on va aujourd'hui au Québec, demain on ne fera rien parce qu'il n'y aura plus personne qui aura envie de faire. Donc le premier chantier, il est à reconstruire par ce bout-là. J'en arrive maintenant à ma thèse. Oui, le modèle est transposable. Si on fait une comparaison entre ce qu'est le Vorarlberg et ce qu'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'aperçoit de différentes choses. Déjà, le territoire est bien entendu plus étendu ici par rapport à cette région autrichienne qu'est le Vorarlberg, incontestablement. La taille des populations concernées est finalement assez semblable. La taille du chef-lieu ou de la ville principale est aussi assez semblable. Les domaines d'exportation, on les retrouve aussi. Et vous avez quelque chose d'inversé, puisque le PIB national par habitant au Vorarlberg est plus faible. Alors, oui, bien sûr que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une terre forestière, incontestablement. Donc cette case-là, il n'y a pas à se poser de questions fondamentale et majeure, elle existe, elle est bien remplie, elle est bien présente. Donc on peut considérer que dans la thèse qui consiste à dire que le modèle est transposable, sur cette partie-là, les choses sont parfaitement en ordre. Les choses sont parfaitement en ordre et il ne faut pas non plus perdre de vue ce que va être la réalité du monde.
Là encore, pour le colloque préparatoire à Rio+20, j'avais un peu regardé ce qu'était finalement la réalité des matériaux utilisés sur notre planète. Et à ma grande surprise, parce que je ne l'avais jamais véritablement regardé, quand on regarde aujourd'hui la production mondiale annuelle en tonnes de différents matériaux, acier, aluminium, etc., et bois, en tonnes, hein, la production mondiale, donc les besoins finalement, aujourd'hui, en matière de bois, sont tout à fait équivalents à ce qu'ils sont en matière d'acier. On est exactement au même niveau et comme pour l'acier, les besoins seront en augmentation. Donc il est clair qu'une région forestière comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean devra être mise à contribution. C'est une réalité, compte tenu du fait, je le rappelle encore, que nous sommes 200 000 nouveaux consommateurs par jour, hein, sur la planète. Alors, la consommation augmente, les prix des matières fossiles augmentent également, vous en avez une illustration en bas à droite ici, et puis les questions légitimes que l'on se pose concernent bien entendu les impacts environnementaux. Trouver des solutions avec, là encore, un positionnement qui fait du bois un matériau stratégique et que les pays forestiers, les régions forestières seront mis à contribution. L'épinette noire est adaptée au contexte du bois dans la construction. Mais oui, bien entendu, que c'est une matière première adaptée. Et puis ce qui va faire que le Québec peut se positionner au niveau planétaire par rapport à ses ressources, c'est qu'il a fait le pari de la certification à 100% pour demain, puisque 2013 c'est bientôt, et que c'est un élément tout à fait essentiel, hein, dans ce que va être la redistribution des besoins au niveau planétaire par rapport au bois, qui est un matériau stratégique. Je ne cesse de le répéter. Voilà Pascal Tribouleau qui nous indique de son poste de chercheur au Centre national de recherche scientifique de la France et son stage au Québec qu'il faut être parcimonieux, il faut être également patient et ingénieux pour trouver de nouvelles façons d'utiliser la fibre forestière, ici comme ailleurs. Très instructif pour l'avenir de la foresterie au Québec. À un prochain épisode!